Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre et actuel président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi N'Guessan. Merci d'amorcer cette toute dernière partie avec nous. On parlait de la crise au sein de votre parti et j'ai écouté un observateur averti de la vie politique ivoirienne qui me dit le FPI, soit ils se réconcilient ou ils disparaissent tous. Non, non, je crois que c'est une mauvaise appréciation. C'est une appréciation qui relève de la meurtrissure d'un Ivoirien qui aurait souhaité que le FPI se réconcilie. Sinon, le FPI avance. Et dans tous les cas, la réconciliation sera possible. Aujourd'hui, je suis en France, j'ai rencontré un certain nombre de camarades qui étaient hier dans la dissidence. Et même en Côte d'Ivoire, le processus avance. Ma position n'a pas été comprise au départ. En 2014, lorsque je parlais de réconciliation nationale, lorsque je parlais de participation aux élections, mais 8 ans, 9 ans après, tout le monde comprend qu'au fond, j'ai eu raison trop tôt. Mais certains estiment que le fait que vous n'ayez pas réussi la réconciliation, ça profite à certaines personnes. Mais évidemment, ça profite d'abord au pouvoir. La division au sein du FPI permet au pouvoir d'avoir les mains libres pour mener la politique qu'il mène à l'heure actuelle. Et je crois que ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte par les uns et les autres pour comprendre que ce n'est pas un centre déchirant que nous allons aider la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas cela qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui estiment que vous avez fait un rapprochement du parti au pouvoir. Non, vous savez, il y a des gens qui croient que si vous n'êtes pas avec eux, c'est que vous êtes avec le pouvoir. Mais la vie politique ne se résume pas à... Encore que vos prises d'opposition aussi n'ont pas arrangé les choses. Non, par rapport à la commission électorale, par exemple, quand vous avez vu... Je suis dans ma position. Oui. Je suis dans ma position. Il y a une position favorable au pouvoir, le RHDP. Il y a ceux qui sont farouchement opposés au RHDP et il y a nous qui avons une position de compromis parce que nous pensons qu'il faut mettre balle à terre, qu'il faut rester dans le jeu politique, qu'il faut faire avancer les choses par le dialogue, il faut privilégier la voie de la négociation. Donc c'est cela. Et cette position ne signifie pas que nous sommes avec le pouvoir. Nous sommes dans notre rôle. Il y a 3 courants aujourd'hui, le courant des extrémistes et le courant du compromis que nous incarnons. Vous êtes candidat à la candidature à la présidentielle de 2020. Et comment ça va se passer au sein du parti? Il y aura des primaires, c'est ça? Oui, il y aura un congrès et à l'occasion de ce congrès, il y aura un appel à candidature. Tous ceux qui voudront être candidats à la candidature pourront le faire. Et je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, qu'on soit dissident, frondeur ou légaliste, nous sommes tous militants du Front populaire ivoirien. Nous avons tous les mêmes droits et que chacun pourra donc faire acte de candidature s'il souhaite être retenu. En Côte d'Ivoire, on constate quand même qu'il y a 3 grands partis. Et les rapprochements entre 2 d'entre ces partis-là donnent toujours nécessairement la victoire, comme on a pu constater en 2010. Et vous, aujourd'hui, au FPI, vous êtes un peu trop seul, non? Non, nous ne sommes pas seuls. Parce que vous êtes rapproché de personne et personne ne s'est rapproché de vous. Dans tous les cas, nous sommes incontournables. Incontournables pour être peut-être faisait de roi, mais pas pour gagner les élections. Mais si... Les élections, c'est d'abord des hommes politiques qui se présentent. Oui. Ils se présentent avec ce qu'ils représentent dans la société, avec leur expérience de la vie politique, avec leur projet pour la Côte d'Ivoire. Cela constitue un élément fondamental d'une élection. C'est vrai qu'il faut avoir un appareil politique pour vous accompagner, mais l'appareil seul ne suffit pas. Et il ne suffira pas encore moins en Côte d'Ivoire dans le contexte actuel. Et vous savez, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on regarde intrinsèquement les hommes politiques à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que je sois insignifiant, surtout dans l'opposition. Je suis le seul homme politique de l'opposition qui est président d'un conseil régional, qui est député à l'Assemblée nationale, qui a exercé des responsabilités de Premier ministre. Donc il y a une large expérience politique, qui a depuis 18 ans à la tête d'un parti politique grâce auquel il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Donc il y a une grande expérience, c'est-à-dire celui qui a le profil logiquement pour remplacer ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Personne ne conteste votre expérience. Mais c'est cela que les Ivoiriens vont apprécier. Oui, mais vous n'allez quand même pas me démentir par rapport à ce que je disais tout à l'heure en disant qu'au nom des 3 grands partis politiques, il faut que 2 se mettent ensemble pour pouvoir gagner. Oui, vous mais si je suis au 2e tour, tout le monde se rassemblera autour de moi. Seul au second tour? Si je suis au 2e tour face au RHDP, les autres partis se rassembleront autour de nous. Et si les autres sont au 2e tour, nécessairement, ils auront besoin de moi. C'est pour cela que le rassemblement de l'opposition, ce n'est pas une question qui doit effrayer si même il ne se réalise pas aujourd'hui. Qu'il se réalise maintenant ou qu'il ne se réalise pas, dans tous les cas, nous sommes condamnés à nous retrouver. Soit
parce que nous allons appuyer le candidat du PDCI ou d'un autre parti politique, surtout face au RHDP, soit parce que tous les autres partis politiques appuient notre candidature. Dans tous les cas, nous sommes condamnés à nous entendre et nous aurons la possibilité de nous entendre. Est-ce que vous croyez encore à la réconciliation avec Laurent Gbagbo? Mais évidemment. D'une part, est-ce que vous croyez encore à la réconciliation au sein du FPI? Évidemment, la réconciliation est en marche. C'est ce que je vous ai indiqué. Sauf que vous ne posez plus d'actes dans ce sens aujourd'hui. Mais si, hier même, j'étais avec un certain nombre de camarades. Le samedi prochain, j'ai une grande rencontre avec la diaspora ivoirienne. Sur le terrain, nous sommes en mouvement pour rencontrer tous ceux qui sont dans la dissidence, pour parler avec eux, pour faire le bilan de ce que les uns et les autres ont fait depuis 6 ans, 7 ans, et pour comprendre qu'aujourd'hui, notre intérêt se trouve dans le rassemblement et qu'il y a une opportunité pour revenir au pouvoir si nous sommes rassemblés. On reste encore dans l'élection présidentielle de 2020 et on parle de plus en plus d'une éventuelle candidature de M. Alassane Ouattara. Et certains estiment que si Alassane Ouattara était candidat, ce serait une violation de la Constitution. Mais l'individu lui-même dit qu'il en a le droit. Oui, vous savez, tous ceux qui veulent violer la Constitution, c'est ce qu'ils disent. Mais la réalité, c'est que M. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat parce que la Constitution l'en empêche. La Constitution de 2000, celle de 2016, indique clairement qu'un Ivoirien, à l'heure actuelle, ne peut pas faire plus de 2 mandats. Oui. Et donc, mais vous faites abstraction de la révision de la Constitution qui est intervenue à un moment donné. Oui, mais même la révision de la Constitution ne change rien. M. Alassane Ouattara a été élu en 2015, malgré la révision de la Constitution, il a continué son mandat. Il n'y a pas eu d'élection en 2016, quand il y a eu le changement de Constitution. Ça, c'est une lecture de quelqu'un qui ne veut pas le voir. Non, non, mais s'il n'y a pas eu de nouvelles élections, donc ça veut dire que les pendules n'ont pas été remises à zéro, comme certains le croient. Nous sommes dans la continuité de la Constitution de 2000. Et donc, nous sommes dans les règles qui limitent le mandat à 2. Mais certains estiment que Alassane Ouattara est un candidat redoutable, que tout le monde craint. Et du coup, on veut le voir ne pas être candidat. Ce n'est pas votre cas par hasard? Dans tous les cas, nous sommes prêts à affronter n'importe qui se présentera devant nous au niveau du RHDP, que ce soit M. Amadou Gon, puisque c'est vraiment à lui que vous faites allusion, ou à quelqu'un d'autre. Nous sommes prêts à l'affronter et je crois que nous sommes prêts. Nous allons utiliser les quelques minutes qui restent dans cette émission pour passer au peigne fin. Certaines questions rapides, je dirais. Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison à Abidjan. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Mais comme un drame, comme l'expression d'une absence de volonté d'aller à la paix, à la réconciliation en Côte d'Ivoire de la part des autorités, comme un message aussi pour nous amener à nous rassembler pour mettre fin à l'existence de ce régime. Oui, mais c'est quoi concrètement ce que vous dites, que la justice ivoirienne ne devrait pas faire son travail, c'est cela? Oui, mais vous savez bien, à la CPI... Parce que les faits qu'on lui reproche... Oui, mais si la CPI... sont avérés, non? Si la CPI a acquitté M. Gbagbo et M. Charles Blé pour d'autres faits. Mais ce sont des faits liés aux mêmes événements. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour des accusations au niveau national. Et si, en plus, on est pour la réconciliation, on ne peut pas réveiller ce genre de dossier. Mais est-ce que ça aura ses effets, selon vous? Au cas où Laurent Gbagbo serait acquitté? Tout cela relève de la politique. Oui. Et si nous avons les moyens politiques de changer les choses, tout cela n'aura pas d'effet. Mais pour avoir les moyens, il faut se rassembler. Et c'est pour cela que nous appelons avec insistance nos camarades à ce que nous nous rassemblons. Parce que notre division profite à ceux qui sont au pouvoir et affaiblit notre capacité d'action. Autre question rapide. Blé Goudé poursuivi pour des charges de crimes contre des populations civiles et crimes contre des prisonniers de guerre en Côte d'Ivoire. Mais cela relève de la même dynamique, de la même logique que les poursuites contre le président Gbagbo. Cela relève de la volonté de maintenir le plus longtemps possible Blé Goudé et le président Gbagbo hors du territoire national. Et cela relève donc de la politique et il faut agir au niveau politique pour mettre fin à ces situations. La candidature de Guillaume Soro est perçue comme un événement au niveau du RHDP, le parti au pouvoir. Oui, mais évidemment, ils ne veulent pas avouer que c'est une grosse perte pour le RHDP, que c'est une grosse menace pour la victoire du RHDP en 2020. Et donc, c'est une façon de nier la réalité. Sinon, c'est une grosse perte
pour le RHDP et une grosse menace pour le RHDP. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés, mais toujours pas libres. On soupçonne la Cour pénale internationale de faire de la politique. C'est votre lecture aussi? Non, je crois que la Cour pénale a acquitté le président Gbagbo. Ce n'est pas la politique. Par contre, on peut soupçonner le procureur de la CPI de faire de la politique, de servir les intérêts des dirigeants en Côte d'Ivoire et donc de servir les intérêts de la confrontation et de la poursuite de la crise de 2010-2011. La condamnation de Jacques Mangoua, vice-président du PDCI, à 5 ans de prison pour détention de munitions d'armes de guerre. On parle de procès politique. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bien sûr que c'est un procès politique. Mais pourquoi? Parce que le procès lui-même n'a pas permis d'établir que M. Jacques Mangoua, effectivement, a commis une infraction. Dans la mesure où il est lui-même celui qui a signalé à la justice que des gens avaient déposé des munitions, des machettes, etc., la nuit dans sa résidence, alors que lui-même était en dehors du pays. Et donc, cette condamnation est totalement politique. C'est un peu fragile quand même comme axe de défense. Hein? Mais si, comment vous pouvez aller signaler vous-même que vous êtes en infraction? S'il avait l'intention de commettre une infraction, de détenir illégalement des armes, il ne serait pas allé, il n'aurait pas appelé le procureur pour lui signaler ce qui s'est passé chez lui à domicile. Cette seule raison suffit pour considérer que M. Jacques Mangoua est innocent. Pascal Affi-N'Guessan, nous sommes à la fin de cette émission en votre qualité de leader politique. Et j'ai commencé cette émission d'ailleurs à dire qu'il y a un vent violent préélectoral qui souffle sur la Côte d'Ivoire. En votre qualité de leader politique, je voudrais que vous regardiez cette caméra et vous adressiez un message de 30 secondes à vos compatriotes pour que les uns et les autres sachent raison garder. Mais justement, je crois que nous avons adopté une ligne qui est la ligne de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale. Notre aspiration, notre volonté, c'est que tous les leaders politiques, qu'ils soient au pouvoir, dans l'opposition, mettent de l'eau dans leur vin, fassent preuve de modération, tiennent compte de la fragilité de la situation en Côte d'Ivoire, des souffrances que nos compatriotes ont endurées depuis 2002, et donc agissent dans le sens de la paix, de la stabilité, de la réconciliation nationale, pour qu'en 2020, ce soit le meilleur d'entre nous qui soit porté à la tête de ce pays dans l'intérêt de nos compatriotes. Pascal Affi-N'Guessan, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien Premier ministre et vous êtes le président du Conseil régional de Moronou et le président du Front populaire ivoirien. Vous êtes député. C'est un plaisir de passer ces instants à votre compagnie. Au plaisir de vous revoir bientôt, non? Merci et au plaisir de nous revoir à Abidjan d'ici 2020. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.